Et c'est la première de 2026 avec le prof. Comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien. Tu passes un beau temps des fêtes, là. On va moduler l'écho, là, parce que ça fait Allô? Il y a un écho. Allô? Oui. Oui, Ouais, on là, était... on module, je pense que c'est Là, dans c'est le correct. Coradum. Là, c'est correct. Vas-y, mon Jeff, bon, ça a bon. été un gros temps des fêtes? Oui, on était à Astana avec la famille, puis ça a été des repas occidentaux. Donc, ça m'a rappelé un petit peu mon enfance. Puis, il y a eu beaucoup de neige, il a fait froid. J'ai construit un phare pour les enfants. Ils se sont amusés. Bref, des choses Allé au dangereuses. cinéma, puis... Ah oui, ben oui, c'est sûr, des choses super dangereuses. Mais je leur ai acheté un casque, fait que, hein? Ah, c'est bon, ça. J'espère que tu as mesuré la pente. Ben oui, je me suis assuré L'axe. que ça faisait moins de 25 Ouais. Ah, c'est bon. OK, on commence en force quand même. C'est un gros début d'année. Ouais, ça commencerait, hein? Ça commence très raide. Puis t'es la première personne que j'ai interpellée quand j'ai su cette histoire-là du renversement du régime. Je sais pas si on peut l'appeler comme ça, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments du régime encore en place. J'appellerais pas ça renversement du régime. Comment t'appelleras ça, toi? Ben écoute, on va voir au cours des prochains jours, des prochaines semaines. On ne sait pas qu'est-ce que les Américains ont en tête. Est-ce qu'ils vont mettre en place une forme de protectorat? Parce que, tu sais, Trump, en conférence de presse, a dit que c'est nous, donc les Américains, qui allons gouverner directement le Venezuela. Donc, il y a cette possibilité-là. Honnêtement, je doute qu'il va y avoir une volonté politique de la part des Américains de démocratiser le pays pour deux raisons principales. La première, si c'était véritablement l'intention de Trump, on se souviendra, il y a quelques années, Maduro a volé l'élection présidentielle. Donc, tous les observateurs internationaux disent qu'il a perdu, que c'est son opposant qui aurait remporté l'élection présidentielle, puis Maduro a traficoté les résultats pour voler l'élection. Donc, si c'était véritablement la volonté de Trump d'établir une démocratie au Venezuela, il aurait été normal qu'il fasse appel au type qui s'est fait voler l'élection pour qu'il devienne président. Or, il l'a pas fait. Il a pas donné son nom, il a pas nommé son nom, mais absolument pas. Puis en ce qui a trait à l'opposante politique qui a remporté le prix Nobel de la paix l'année dernière, on lui a posé la question, est-ce que vous voyez cette personne-là comme une alternative possible? Puis la réponse de Trump à la question a été, ma foi, assez tranchée, puis assez, comme on dit, il a tiré dans le dos. She's not ready! She's not ready! C'est ça, il dit, elle n'a pas l'appui ni le respect du peuple vénézuélien. Fait tu sais, à un moment donné, tu dis, il fait pas appel au type qui s'est fait voler l'élection présidentielle pour remplacer Maduro. L'opposante naturelle qui a remporté un prix Nobel, il la disqualifie d'office comme étant n'ayant pas d'appui puis le respect du peuple vénézuélien. Écoute, moi, honnêtement, ça m'interpelle sur la suite des choses. Puis, écoute, la volonté de Trump là, de dire on va gouverner le pays nous-mêmes. Ça, en sciences politiques, ça s'appelle la mise en tutelle, la mise en place d'un protectorat. En tout cas, on va voir. Mais quel message que ça envoie à Poutine, alors, sur l'Ukraine? Ben, écoute, si vous me donnez 2-3 minutes, là, je vais vous faire un exposé de comment je considère la chose. D'entrée de jeu, je veux dire la chose suivante. Maduro, c'est un dictateur, c'est une ordure politique qui a opprimé son peuple depuis qu'il est au pouvoir, depuis la mort de son prédécesseur, Hugo Chavez. En plus, son bilan politique, ça a été catastrophique pour le pays. Fait que je comprends là, les gens qui célèbrent son départ puis qui trouvent que Trump a pris une bonne décision en effectuant, ce qui, en toute apparence, semble être un changement de régime qui a réussi, parce que ça a été très court, très chirurgical, donc vraiment l'opposé de ce que Poutine a essayé de faire en Ukraine en 2022. Mais ceci étant dit, je pense qu'il faut dissocier l'événement de ses conséquences sur le long terme qui viennent littéralement planter le dernier clou dans le cercueil de l'ordre international qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Puis qu'est-ce que cet ordre-là garantissait? C'était des règles claires qui permettaient de protéger les petits contre les plus puissants. C'est un système qui devait restreindre autant que possible le recours à la force puis à la guerre. Donc, c'est le mécanisme qui a été mis en place après les deux grandes guerres mondiales afin d'éviter qu'une autre boucherie de la même proportion se reproduise à nouveau. Enfin, c'est un système qui aura perduré globalement avec beaucoup de succès pendant un peu plus de 50 ans avant que les premières craques apparaissent dans son armure. Puis quand?
Ben, c'est d'abord en 1999, puis ensuite en 2003, lorsque les États-Unis ont fait fi du Conseil de sécurité des Nations unies pour intervenir d'abord au Kosovo, puis ensuite en Irak. Donc, je pense qu'il faut le dire, il faut le répéter, les États-Unis ont été responsables de l'érosion de cet ordre-là. Mais même à ce moment-là, en 99 puis en 2003, même si les États-Unis ont agi de manière unilatérale, ils avaient au moins la décence à ce moment-là, premièrement, de justifier leurs actions avec des éléments du droit international, donc la responsabilité de protéger, le droit à la légitime défense, puis deuxièmement, par la volonté de ne pas agir seul. En 99, ça a été par le biais de l'OTAN au Kosovo, puis en 2003, en Irak, avec la création de ce que Bush appelait de Coalition of the Willing, qui comptait 46 pays. À quelque part, en 99, en 2003, c'était une forme de rupture, mais à la fois une forme aussi de continuité avec le vieil ordre international. Puis même Poutine, en 2022, a cherché à justifier son agression en Ukraine avec des éléments du droit international, donc la responsabilité de protéger, puis la thèse de l'attaque préemptive. Mais malgré tout, ça a été un moment charnière dans le monde des relations internationales des 30 dernières années parce que ça a brisé la confiance que les États avaient les uns avec les autres. Puis au premier chef, la Russie puis la Chine qui ont compris que la seule façon qu'ils avaient de se protéger, c'était la force brute. Puis c'est ça que Poutine avait clairement exprimé en 2007 dans son discours de Munich, que personne n'a jamais pris au sérieux. Mais dans ce discours-là, il nous mettait en garde contre cette façon de procéder, puis il nous annonçait un petit peu la suite des choses. Donc, ce qu'on a vu en 2014 avec l'annexion de la Crimée, puis en 2022 avec l'invasion de l'Ukraine. Bref, la merde dans laquelle on se trouve en ce moment, puis laquelle on doit tous se taper un morceau maintenant, trouve ses origines dans la rupture de l'ordre international en 99 et en 2003 par les États-Unis. Maintenant, accélérons 25 ans plus tard. Imaginez c'est quoi la suite des choses. En fin de semaine, Trump a agi seul. Il n'a pas cherché à bâtir la moindre coalition internationale. Il n'a même pas consulté le Congrès pour arrêter un dirigeant étranger, aussi dégueulasse puisse-t-il être, la question n'est pas là. Mais c'est au nom de quoi? Ça a été quoi l'élément du droit international auquel Trump a fait référence pour justifier son action? La drogue. La responsabilité. Oui, mais honnêtement, non, mais ça fait une justification. Mais derrière non, mais c'est ça. Mais derrière ça, il y a le pétrole. Derrière ça, il y a le freiné. Non, mais on analyse ensemble. Ouais, mais il l'a dit clairement. Oui, mais il y a plus que ça. Les briques, freiner l'influence de la Chine en Amérique latine. Ah oui. Moi, je vais arriver avec un autre angle. Je l'aime, ton angle. Mais moi, ce que je dis, c'est que c'est la poursuite de la doctrine Monroe, mais sur les stéroïdes. C'est-à-dire, Iran-Contra, c'est quoi ça? C'est sous Reagan. C'était une forme de doctrine Monroe, mais avec un mode de financement illégal. C'était, la baie des cochons au début des années 60. Ce qui a été très mal planifié par la CIA, mais quand même, si ça réussissait, il n'y aurait pas eu de Cuba communiste. Tu sais, cette mentalité-là, ce schème de pensée analytique-là en relations internationales, c'est-à-dire la zone d'influence des Amériques sous l'égide américaine, bien, c'est ça qui est appliqué là. Moi, je pense que c'est pas une rupture. Je pense que c'est un continuum, mais sur les stéroïdes, avec cette fois-là Maduro, et le prochain en lice, c'est Cuba. Et la Colombie, bien, ça arrivera par voie électorale, supposément. Là. Tandis quoi? Je dirais oui et non. Oui, la continuité de la doctrine Monroe, c'est pour ça qu'on appelle ça la doctrine Dunroe. Mais c'est aussi une rupture parce que vraiment, ce qui a été fait en fin de semaine, c'est comme en 99, en 2003, c'est vraiment une accélération, une rupture complémentaire de l'ordre international de 1945. Parce qu'à partir de 1945, ce que les Américains ont fait pour appliquer la doctrine Monroe en Amérique latine, c'était en sous-main. C'était le financement de groupes anti-gouvernementaux dans les pays d'Amérique latine pour financer des coups d'État. Donc, ce qu'ils ont fait pendant la guerre froide, ça a été... Ils ont fait indirectement... C'était eu Noriega quand même, Jean-François, là, qui était quand même un point tournant, là. Mais c'est une grosse intervention militaire pour aller chercher un dirigeant et de l'amener, de le traduire en justice américaine quand même. Là. En tout respect, je trouve que la comparaison est boiteuse, puis je vais vous expliquer pourquoi. Oui.
Parce que l'intervention américaine, avant l'intervention américaine, il y avait eu de multiples tentatives de médiation internationale qui avaient toutes échoué, mais les États-Unis avaient aussi plaidé le droit international en leur faveur, puis ça faisait légalement du sens pour deux raisons principales. D'abord, la légitime défense. Noriega avait ouvertement dit qu'un état de guerre existait entre le Panama et les États-Unis, puis il avait en conséquence menacé la vie des à peu près 35 000 ressortissants américains qui résidaient dans le pays. Il y avait aussi eu des affrontements entre l'armée panaméenne et des soldats américains qui étaient stationnés dans le pays. Un soldat américain avait d'ailleurs été tué par l'armée panaméenne dans les semaines qui avaient précédé l'intervention. Et, deuxièmement, des obligations en vertu d'un traité. Le Panama avait menacé la neutralité du canal de Panama, ce qui violait un traité signé en 1977 entre le Panama et les États-Unis. Puis en vertu de ce traité-là, qui transférait la gestion du canal de Panama, les États-Unis conservaient malgré tout un droit permanent de défendre le canal contre toute menace pouvant porter atteinte au caractère neutre du canal. Ce que Trump maintient encore aujourd'hui. Et ce que Trump a déjà exprimé, c'est une menace d'intervention, c'est ça, sur le canal. Oui, exactement. Fait que là-dessus, il avait parfaitement raison de dire on a le droit d'intervenir si le gouvernement panaméen remet en question la neutralité du canal. Mais ça, c'est un des éléments qui avait poussé Bush père en 99 à intervenir contre Noriega. Mais dans le cas de Maduro, les arguments qui ont été plaidés, c'est un narcotrafiquant. OK, d'accord. Le problème, c'est que si on a intervenu pour renverser un narcotrafiquant, comment est-ce qu'on peut expliquer que quelques semaines de ça, Trump a donné son pardon présidentiel à l'ancien président du Honduras qui avait été arrêté et condamné pour narcotrafic? Tu peux pas, d'un côté, faire quelque chose, puis de l'autre côté, faire exactement l'inverse. Fait que pour moi, c'est une simple excuse pour pouvoir justifier quelque chose d'autre qui, pour moi, c'est clair à mes yeux, puis il l'a dit lui-même. C'est pour le pétrole. Regarde. Mais on regarde ensemble les saloperies que les Américains ont fait en Amérique latine. En 1965, déploiement de plus de 20 000 soldats américains pour empêcher l'arrivée au pouvoir de forces jugées pro-communistes. Grenade, en 83, invasion militaire directe avec un coup d'État interne. Panama, on vient d'en parler. Chili, en 73, soutien de la CIA au renversement d'Allende. Puis ils ont mis Pinochet. Donc, tu as eu une succession par la suite d'actes de torture et on connaît la suite. Bolivie, soutien à des militaires renversant un gouvernement de gauche. Le Brésil, en 64, appui politique et logistique au coup d'État militaire. Honduras, 2009, coup d'État contre le président Zelaya. Il y a une collection. Moi, je pense que c'est un continuum, mais à la manière de Trump, c'est à la manière brutale à la Trump. Mais c'est un continuum de ce que... Comme Biden, il l'avait accusé. C'est lui qui avait déposé les chefs d'accusation. En fait, c'est la DEA sous Biden contre Maduro. Mais Biden, son modus operandi n'était pas le casus belli de s'impliquer physiquement, si tu veux, dans un territoire donné. Là. Mais les exemples que tu as donnés, c'est les Américains qui ont fait des renversements de régime de manière indirecte, par le biais de la CIA, le financement de groupes d'opposition, des interventions directes dans d'autres pays de l'armée américaine. Ça a été la tentative infructueuse à Cuba, la baie des Cochons. Grenade, c'était direct. Oui, mais il y avait des justifications aussi parce que les intérêts américains étaient menacés par le gouvernement marxiste qui était en place, et Panama en 89, mais qui, pour les deux raisons que j'ai expliquées, se justifiait légalement. Il y avait vraiment des vraies bases légales en droit international qui permettaient de justifier l'intervention. Mais c'est l'intérêt national. Tu le plaides souvent, c'est l'intérêt national. Dans le fond, les justifications qui sont données, c'est de la politique. Si pour tuer ton chien, tu l'accuses d'avoir la rage. Tu connais l'adage. Donc, c'est des justifications qui sont données. L'histoire de drogue, oui, là, mais c'est une excuse. Là. Absolument. Ben oui. C'est le pétrole. Sous-estimé en forte capacité, mais sous-production. Et freiner également la zone d'influence chinoise. Et aussi faire mal à la Russie, parce que là, les Américains viennent de contrôler... Et faire sauter Cuba, on va en parler aussi. Et faire sauter Cuba, moi, à mon avis, c'est un coup de billard. Ils visent la jaune pour frapper à rouge. Ben oui. Oui, parce que Cuba survivait à cause du pétrole vénézuélien. C'est ça, la game de pool, Jean-François. Je vais t'entendre là-dessus, d'ailleurs, parce qu'on a un Cubain ici en studio qui va réagir par la suite.
Mais ça, c'est pour faire plaisir à Rubio. Puis Trump va probablement réussir à faire ce qu'aucun autre président américain depuis Kennedy a été incapable de faire, c'est faire tomber le régime cubain sans avoir à intervenir militairement. Parce que là, la dernière ligne de vie du régime cubain, c'était le pétrole du Venezuela. Il va faire marche en plus. C'est fini. Puis le régime cubain avait déjà tellement de misère à survivre que là, les lignes de vie sont terminées. Fait qu'on peut très bien s'attendre à ce que le régime va s'effondrer de lui-même. Les Américains n'auront même pas besoin d'intervenir à Cuba, là. Ça, c'est un peu la conséquence logique de ce qui va arriver avec Cuba. Mais l'autre chose qui est importante aussi à souligner, c'est que maintenant, les Américains contrôlent plus de 50% du pétrole mondial. Et là, s'ils recommencent, là, mettons qu'ils prennent le contrôle du gouvernement vénézuélien, ils établissent un protectorat, puis ils augmentent massivement la production de pétrole pour faire baisser les prix à la consommation, ce qui ferait plaisir aux citoyens américains. Le problème pour la Russie, c'est que ça va faire baisser le prix du baril de pétrole à moins de 65 $ US. Là, ils vont manquer de liquidité. Exactement. C'est le prix minimal que la Russie a besoin pour balancer, équilibrer son budget. Puis déjà, ils ont planifié au cours des 2 prochaines années que leur budget allait être déficitaire. Là, si le prix du baril de pétrole passe à 50, 45, 40 piastres, ils peuvent vraiment faire extrêmement un autre objectif de Trump. Oui, c'est très brillant. Mais le problème, c'est qu'en termes de droit international, Jean-François, le message que ça envoie à tout le monde, c'est que maintenant, on n'a plus besoin de l'approbation de la communauté internationale, puis on n'a plus besoin de raisons morales ou légales pour attaquer un autre pays. La Russie, l'attaque sur l'Ukraine, c'était pas très cocheux, sur mon avis non plus. Là. C'était quand même un territoire indépendant, c'est quand même des frontières reconnues par la communauté internationale, l'Ukraine, qui a été attaquée par la Russie, Jean-François. Ça, tu peux pas le nier, là. Je le nie pas, mais à l'époque, Poutine a quand même eu, entre guillemets, le mérite de justifier son intervention avec 2 éléments du droit international. D'abord, la responsabilité de protéger, disait la minorité russophone est victime d'un génocide, puis en vertu du principe de la responsabilité de protéger, j'ai le droit d'intervenir en Ukraine, et l'armée ukrainienne se prépare à nous attaquer. Donc, c'est le principe de l'attaque préemptive. Donc, tu sais, il a quand même pris la peine d'enrober son intervention. Mais il y en demeure pas moins qu'en termes de droit international, c'était quand même douteux, là. C'est sûr, mais c'est sûr, mais on parle d'une gang de salauds, là. C'est tout. Mais c'est la sauvagerie et c'est la jungle internationale, Jean-François. On en convient. Oui, mais là, maintenant, dans le monde qui vient de s'ouvrir en fin de semaine... Il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles. Donc, quelle est maintenant la seule garantie qui va permettre de protéger la souveraineté des États? Jean-François, Taïwan, je t'ai interpellé là-dessus. Taïwan et la Chine, au final, pensez-vous vraiment que les États-Unis vont aller défendre Taïwan? Non. Aucun intérêt à le faire. De toute façon... Mais quel message que ça envoie à Xi? Le message que ça envoie à Xi, c'est... Do whatever you want. C'est ça. Fais ce que tu veux. Tu n'as même pas besoin de te justifier. Parce que nous, de notre côté, on fait exactement la même chose. En même temps, tu peux te justifier pour n'importe quoi, quelle valeur ça a, là. Ouais, mais en fait, pour une démocratie comme les États-Unis, historiquement, ça a toujours permis de distinguer la légitimité démocratique des régimes autoritaires. Je vous donne un exemple. 1962, crise des missiles à Cuba. Oui. John F. Kennedy avait toutes les justifications pour imposer un blocus. Oui, les photos satellites. Les États-Unis étaient menacés d'une menace existentielle, c'était documenté, il n'y avait pas photo. Donc, il aurait pu imposer unilatéralement le blocus de l'île, ce qu'il a ultimement fait. Mais, avant de le faire... il l'a fait, mais avant de le faire, il a dit à son secrétaire d'État, « Je veux que tu obtiennes l'assentiment unanime de l'Organisation des États américains. Je veux que tous les pays des Amériques me donnent l'autorisation d'imposer un blocus qui est un acte de guerre. Un blocus, c'est un acte de guerre. Je veux être backé par l'ensemble des pays de l'Amérique, pas la majorité. Les photos satellites étaient patentes de la CIA. Là. Oui, mais il ressentait quand même le besoin d'asseoir son action sur une légitimité démocratique. Et ultimement, c'est ça qui a contribué à faire plier Khrouchtchev. Parce que Khrouchtchev s'est rendu compte que la communauté internationale est en train de se retourner contre lui. Mais on comprend, en général, Jean-François, c'est... Puis c'est un peu pour réitérer le point de Doom aussi, puis le point que je faisais avant, c'est qu'en relation internationale, tu peux justifier à peu près n'importe quoi. Prenons l'exemple de Trump et du fentanyl.
le Canada est responsable également de la crise de fentanyl aux États-Unis, ce qui était exagéré. Oui, il y a eu des cas, des laboratoires dans l'Ouest, etc., mais je veux dire, on va se le dire, c'est le Mexique. Donc, par rapport avec ça, je punis le Canada parce que le Canada est responsable de la crise du fentanyl. Tu me suis? Donc, c'est une histoire qui n'est pas inventée, mais c'est une histoire qui est excessivement grossie et pour nous faire subir des conséquences qui, à mon avis, sont totalement disproportionnées. Es-tu d'accord là-dessus? Sur le fait que la méthode empoulée de Trump, on la voit et on la verra. Oui, puis honnêtement, le coup du fentanyl, c'est un coup de semonce, là. Parce qu'il va se passer d'autres choses au cours des 3 prochaines années, là. Puis on va voir, s'il établit un protectorat sur le Venezuela, il envoie une autorité gouverner littéralement le pays. Tu sais, c'est le principe du America First. Donc, ce personnage-là va gouverner, gérer le pays en fonction des intérêts des États-Unis, puis pas en fonction des intérêts du peuple vénézuélien, là. Donc, si c'est effectivement la méthode qui s'apprête à faire... Pour l'intérêt de Chevron et l'intérêt de Exxon. Oui. Mais après ça, s'il décide d'intervenir contre le Groenland, donc le Danemark, il va établir exactement la même forme de protectorat. Donc, un administrateur qui va gérer les ressources naturelles de ce pays-là, de l'île, uniquement en fonction des intérêts, des bénéfices du peuple américain. Est-ce que vous me suivez? Si un jour, il décide de faire la même chose avec le Canada, l'idée du 51e État américain, ça veut dire que on n'aura pas des représentants à la Chambre des représentants, puis on n'aura pas des sénateurs au Sénat. Là. C'est le principe de la colonisation. Puis on va voir, pour moi, c'est vraiment intéressant, vraiment important de voir l'administration politique qui va être mise en place au Venezuela. Si c'est globalement démocratique, tant mieux. Mais si c'est la mise en place d'un protectorat, ma foi, ça augure vraiment mal pour la suite des choses. Merci beaucoup, Jean-François. J'adore. On va s'en reparler. Puis la prochaine fois, on va faire une suite, l'impact sur le Canada. Je veux qu'on se concentre là-dessus. Merci infiniment. Merci. Bonne ciao. journée.